Anne-Sylvaine Chassani, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes correspondante à Paris pour le journal britannique le Financial Times qui, aujourd'hui encore, quasiment tous les jours, met à la une Emmanuel Macron. C'est vous qui avez écrit l'article d'ailleurs. Comment est-il perçu en Grande-Bretagne? Comment cette victoire est-elle perçue d'abord? En Grande-Bretagne, dans les milieux, je dirais, pro-européens, comme un soulagement, mais aussi dans les capitales européennes, parce qu'on est le FT aussi un journal très européen, donc là on a senti une vague de soulagement. Et dans les milieux qui sont plus pour le Brexit, puisque vous savez, le Royaume-Uni est en train de va sortir de l'Union européenne, il y a une petite fébrilité, on va dire, sur sa candidature, enfin sur sa présidence, parce qu'on ne sait pas très bien comment il va se positionner dans les négociations pour la sortie du Royaume-Uni. Il a prévenu qu'il serait très dur, c'est un hard Brexiteur. Mais les tabloïds anglais ont la réputation d'être europhobes. Ils étaient pour Marine Le Pen ? Alors, certains ont salué au deuxième tour la qualification de Marine Le Pen au deuxième tour. Ouais. Et donc ça, ils en ont fait quand même un plat pour montrer qu'il y avait en effet cette colère, ce mouvement de fond contre la mondialisation, contre l'intégration européenne. Et alors, certains ont quasiment ignoré la victoire d'Emmanuel Macron dimanche soir. Ah ouais. Parce que ça ne correspondait pas très bien à leur ligne éditoriale. Eh ben oui, parce que Marine Le Pen, son projet, c'était de détruire l'Europe. Finalement, ça aurait donné raison au choix britannique du Brexit, non? D'une part, ça aurait... quelque part, le Royaume-Uni serait moins isolé en fait, dans le concert européen sur cette critique de l'Union européenne en général, sur l'euro, etc. Et je pense aussi que ça aurait probablement favorisé les discussions. Quelque part, ça les aurait un peu mises en second plan, parce que quelque part, l'Union européenne aurait été très occupée à résoudre ses propres problèmes. Est-ce qu'il y a des portraits d'Emmanuel Macron, le président le plus jeune que la France ait eu depuis Napoléon, avec un couple atypique qui a épousé son ancienne professeure de français? Est-ce que ça, les Anglais se disent, tiens, c'est pas les présidents auxquels nous étions habitués jusqu'à présent? Oui, d'abord, il y a une fascination au Royaume-Uni pour la France d'une manière générale. Donc, tout ce qui se passe en France, la politique française, vous pouvez vraiment, il y a un vrai intérêt. Et en effet, c'est un président complètement atypique, très jeune. Alors, c'est vrai, il fait un peu penser à Tony Blair, parce que Tony Blair avait 44 ans, lui il en a 39, donc c'est encore plus jeune. Il est marié avec son ancienne professeure. Donc là aussi, les tabloïds s'en sont pris à court, ont scruté Brigitte Macron, son style vestimentaire, etc. Puis cette relation un peu atypique. Alors vous parliez de Tony Blair. Hier, il se trouve qu'on recevait à votre place l'un des porte-parole d'Emmanuel Macron qui a eu cette phrase, qui a dit, vous savez, en économie, il ne faut pas être idéologue, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il faut que ça marche. Et c'était exactement ce qu'avait dit Tony Blair. On va regarder l'extrait. C'était en 1998, il est invité en France et il s'exprime en français, on va l'écouter en français, devant les députés. Mais à l'époque, c'était les 35 heures, on avait une vision assez idéologique de l'économie. Et écoutez ce qu'avait dit Tony Blair à l'époque. Je vais donc vous parler en français. Alors, courage. Merci bien. La gestion de l'économie n'est ni de gauche ni de droite. Elle est bonne ou mauvaise. Là, c'est... Je ne sais pas s'il y a un parallèle avec Tony Blair, mais votre journal, dans un éditorial, dit qu'il y a un parallèle avec les années Blair. Et je cite cet éditorial, il dit, au fond, Paris pourrait connaître ce qu'a connu Londres au début des années 2000 avec Tony Blair, quand ville ouverte, qui avait gagné les JO. Alors on sait que Paris pourrait avoir les JO là, en 2024. Il y a un parallèle au moment où la Grande-Bretagne se referme, Paris chipe cette lumière européenne. En tout cas, il y a une inquiétude à Londres, surtout, qu'en effet, avec Emmanuel Macron, qui est vraiment, qui à l'étranger, est une sorte de star en ce moment, parce qu'il a vraiment... C'est une rockstar. Un petit peu, parce qu'il est jeune, il est plutôt bien fait de sa personne, il parle très bien anglais, et puis c'est celui qui a mis fin à la vague populiste qui est venue justement de Grande-Bretagne, mais aussi des États-Unis, avec l'élection de Donald Trump.
Et donc, puis en plus, il est très proche des milieux des start-up, des milieux de tout ce qui est technologie. Et puis, alors, ce Brexit aussi a introduit un certain nombre d'anxiété de la part de Londres par rapport à la place de Paris. C'est le New York Times, je cite un autre éditorial, Roger Cohen, qui explique que la victoire d'Emmanuel Macron, je le cite, hein, je ne me permettrai pas, est une claque pour les petits Anglais qui ont décidé de quitter l'Union. Et oui. Même les Américains trouvent ça fait que... mal. Voilà. Oui, certains. C'est vrai que ça fait mal parce qu'il y a une négociation très longue qui arrive, 2 ans de négociations avec l'Union européenne pour la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne veut sortir, mais c'est bien que ça va être probablement un statut moins intéressant. Et Emmanuel Macron a dit qu'il ne ferait pas de cadeaux aux Anglais. Hein. C'est un hard Brexiteur. Ça veut dire qu'il va... Il va mener la vie dure à Theresa May dans les négociations du Brexit, justement. Oui. Et je pense que ça, en tout cas, Theresa May et le gouvernement anglais, on est bien conscient que ça ne va pas être un tendre dans les négociations, qui va plutôt privilégier la relation franco-allemande et l'unité de l'Union européenne. Donc, s'attendent pas s'attendent à des négociations assez dures, notamment aussi sur Calais, sur les accords du Touquet. Alors, vous aviez interviewé effectivement Emmanuel Macron pour le Financial Times récemment, hein, il y a un an. D'abord, juste, il est différent des autres hommes politiques français? Alors déjà, il parle anglais. Alors quand on le met sur une scène avec des Anglais, il parle anglais de manière assez fluide, il a un bon accent. Il n'y a pas besoin de traducteur, ce qui est très rare pour les Français. Voilà, pas besoin d'un traducteur, ce qui facilite ma tâche. Et c'est là, dans cette interview, que vous avait-il dit? Il avait dit qu'il faut remettre en cause les accords du Touquet, donc qui prévoit que la frontière franco-britannique est en France, à Calais, donc les migrants sont à Calais et non pas en Grande-Bretagne, à Douvres. Et donc il a laissé entendre en effet qu'avec le Brexit, cet accord devrait être renégocié et en tout cas réarrangé. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment... c'est très sensible pour le Royaume-Uni. Ils ne veulent pas avoir le camp de... Ils ne veulent pas avoir le camp de migrants à Douvres. Exactement. Et d'ailleurs, le vote anti-Union européenne, le vote pour le Brexit au Royaume-Uni, était un vote aussi anti-immigration. Donc cette perspective rend tout le monde un peu nerveux. Même si on le voit, les négociations sur le Brexit sont très longues, on nous parle de plusieurs années, on voit que ça va coûter cher, on parle d'un chèque de départ de 100 milliards d'euros maintenant. Est-ce que si c'était à refaire, les Anglais revoteraient de la même façon, ou est-ce qu'il y a finalement, ça n'aboutit pas et ça s'enlise et ça ne change pas la face des choses, quoi. Enfin, il n'y a pas de changement? Alors, le soutien au Brexit est à peu près le même. Ah oui. Et d'ailleurs, au Royaume-Uni, il y a des élections générales en 8 juin. Voilà. Et on s'attend à ce que Theresa May ait une très forte majorité, donc ressorte avec une encore plus grande majorité qu'elle ne l'a aujourd'hui au Parlement. Donc ça vous donne quand même une idée que non, les Anglais ne reviennent pas sur leurs décisions. Ils ont même envie d'ailleurs de passer à autre chose, c'est-à-dire de faire ces négociations et passer à autre chose. Elle a dit, donnez-moi une majorité forte, aussi forte que celle d'Emmanuel Macron, pour que j'ai une légitimité aussi forte que lui pour défendre les intérêts britanniques. Ça va être un petit peu l'axe Paris-Berlin contre Londres, qui s'est isolé en Europe. Oui, tout à fait. Et Paris-Berlin, et puis on va aussi voir éventuellement Renzi en Italie. Donc il va y avoir en effet une recomposition, en tout cas un axe européen beaucoup plus fort. Même si je cite votre article, hein, Merkel soutient, je traduis, soutient Macron, mais n'offre pas de répit à la zone euro. Tout à fait. Et je pense que ça va être le défi d'Emmanuel Macron, c'est de, en effet, essayer d'infléchir la position allemande. Pour l'instant, il sait que tout est un peu paralysé jusqu'aux élections. Aux élections de septembre, voilà. Merci beaucoup Anne-Sylvaine Chassanid, donc correspondante à Paris du Financial Times. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur ses ralliements à Emmanuel Macron. Dernière en date, Manuel Valls, ce matin. Le Parti socialiste comme les Républicains promettent qu'il y aura des sanctions avec exclusion du parti. C'est dans l'air intitulé ce soir. Valls, Le Maire, tous avec Macron ?